Concernant l'incidence de ces fractures, elle représente 5,7 cas pour 100 000, ce qui représente 2 à 5% de l'ensemble des fractures, soit 30% des fractures du coude. Elles sont à prédominance masculine et touchent davantage les sujets jeunes. On retrouve une répartition bimodale de ces fractures, en premier lieu chez les sujets jeunes de 12 à 19 ans avec une nette prédominance masculine, et ensuite chez les patients de plus de 80 ans avec une prédominance féminine, souvent associée à de nombreuses comorbidités, telles que les rhumatismes inflammatoires, la corticothérapie, l'éthylisme ou encore le tabagisme non sevré. Chez les sujets jeunes, il s'agit de traumatismes violents, notamment dans des contextes d'AVP, souvent complexes, associés à de nombreuses complications, voire des polytraumatismes. Tandis que chez les sujets âgés, il s'agit majoritairement de fractures associées à un traumatisme de faible énergie, correspondant à une chute directe sur le coude des patients ostéoporotiques. Concernant l'anatomie, la palette humérale correspond à l'extrémité distale de l'humérus. On retrouve deux épicondyles, un médial et un latéral, qui correspondent à des zones d'insertion musculaire et ligamentaire, et les condyles qui correspondent aux surfaces articulaires. Elles sont constituées du capitulum latéral qui s'articule avec la cupule du radius et permet les mouvements de rotation de l'avant-bras. En médial, on retrouve la trochlée qui s'articule avec la cavité sigmoïde de l'ulna et permet les mouvements de flexion et d'extension. En extra-articulaire, on va retrouver trois fosses, olécranienne en postérieur pour les mouvements d'extension, coronoïde pour les mouvements de flexion et radiale pour les mouvements de flexion et de rotation. Il existe un valgus physiologique d'environ 6 à 10 degrés lié à l'extension de la partie médiale de la trochlée par rapport à la partie latérale. On retrouve cette angulation au cours de l'extension complète du coude et généralement plus importante chez les femmes. Le massif articulaire de l'humérus distal est angulé de 40 degrés en antérieur afin d'optimiser l'angle de flexion. Concernant la vascularisation de la palette humérale, il existe une vascularisation intraosseuse importante, notamment à la partie postérieure de l'humérus par des artères perforantes provenant des artères ulnaires et radiales, entrant par les épicondyles puis diffusant dans l'os, ce qui justifie d'éviter une ostéosynthèse par plaque postérieure afin de respecter la physiologie et de limiter la dévascularisation osseuse. La vascularisation de la diaphyse humérale est associée par l'artère brachiale. La vascularisation épiphysaire distale est sous la dépendance de l'artère brachiale et du cercle anastomosique ulnaire, radial et récurrent interosseux. On délimite une zone centrale qui est enclin à recevoir un apport sanguin plus faible et plus à risque de pseudarthrose. Concernant la vascularisation de la colonne médiale, elle est assurée de façon équilibrée par les perforantes ventrales et dorsales. On retrouve comme apport antérieur l'artère collatérale ulnaire supérieure, branche de l'artère brachiale, qui vascularise la fosse olécranienne et la face médiale de la trochlée. L'artère collatérale ulnaire inférieure, branche de l'artère brachiale, vascularise l'épicondyle médial, la face médiale de la trochlée et la fosse coronoïde. Il existe également un apport postérieur avec l'artère récurrente ulnaire postérieure, branche de l'artère ulnaire, qui vascularise la face médiale de la trochlée et de l'olécrane. L'apport des perforantes dorsales prédomine pour la colonne latérale. Le capitulum est majoritairement vascularisé par ses vaisseaux postérieurs. On retrouve l'artère collatérale radiale qui vascularise la face latérale de la trochlée, le capitulum et l'épicondyle latéral. L'apport postérieur est assuré par l'artère récurrente radiale, branche de l'artère radiale, et vascularise la tête radiale et le capitulum. Et on retrouve l'artère récurrente interosseuse pour la vascularisation du capitulum. L'artère collatérale centrale, branche de l'artère interosseuse récurrente, vient ensuite compléter la vascularisation du capitulum. La palette humérale est formée de deux colonnes qui se projettent en avant et se séparent au centre de la trochlée. L'articulation et les deux colonnes forment un triangle asymétrique qui permet d'assurer la stabilité de l'humérus distal. Chaque colonne possède une partie articulaire et une extra-articulaire. La colonne latérale, qui permet de résister à la torsion, assure la majorité des contraintes, soit 60%. Elle comporte l'épicondyle latéral, le capitulum et la portion latérale de la trochlée. Elle apparaît fléchie par rapport à la diaphyse et elle projette le capitulum en avant de la trochlée. La colonne médiale permet, elle, de résister aux forces de torsion et prend en charge 40% des contraintes. Elle comporte l'épicondyle médial et la portion médiale de la trochlée.
En association à ces deux colonnes, on retrouve une arche qui est constituée de la trochlée et du capitulum. L'association de ces deux structures, les deux colonnes plus une arche, vient former une voûte. Le mécanisme fracturaire est principalement expliqué par une impaction de l'ulna proximale dans le complexe trochléo-capitulaire. La contre-impaction vers le bas de la diaphyse humérale est ensuite responsable de la séparation des colonnes. Les fractures parcellaires sagittales des condyles sont dues à des traumatismes indirects, en valgus ou en varus, sur un coude en extension. Un traumatisme en varus sera responsable d'une fracture de l'épicondyle médial, tandis qu'un traumatisme en valgus sera responsable d'une fracture de l'épicondyle latéral. Associé à ces fractures, on peut retrouver des atteintes capsulo-ligamentaires contralatérales. Les fractures de la palette humérale sont donc provoquées par l'association de contraintes en varus ou en valgus avec une compression axiale. À propos des lésions associées, on retrouve en premier des lésions cutanées dans 25 à 30% des cas, à type d'ouverture, de contusion ou de décollement. En second, on retrouve des lésions nerveuses, notamment du nerf ulnaire, dans 25% des fractures articulaires bicondyliennes. Plus rarement, on peut retrouver des lésions du nerf radial, notamment sur les fractures d'Holstein-Lewis, qui sont des fractures extra-articulaires du tiers distal liées à des contraintes en torsion. On peut également retrouver des lésions du nerf médian, notamment chez les enfants, par lésion du nerf interosseux antérieur. Ensuite, on peut retrouver des lésions vasculaires qui sont représentées par un syndrome équivalent à celui de Volkmann, séquelaire d'un syndrome des loges de l'avant-bras. Il s'agit d'un contexte d'ischémie de l'artère brachiale pouvant passer inaperçu sur la persistance du pouls, conservé grâce à l'apport de collatéral. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à réaliser un angioscanner. Concernant le dépistage et le diagnostic de ces fractures, il repose en premier lieu sur la réalisation de radiographies. Le bilan nécessite une incidence du coude de face, une incidence de profil, et selon les traumatismes, le bilan est parfois complété de radiographies des articulations sus et sous-jacentes, c'est-à-dire du poignet et de l'épaule. On peut également venir compléter le bilan par la réalisation d'un scanner. Il permet de mieux apprécier le déplacement et les caractéristiques de ces fractures, avec notamment la réalisation de reconstructions 3D associées. Concernant les différentes classifications, on retrouve celle de Milch datant de 1964, qui concerne les fractures de la colonne latérale en population pédiatrique. Elle est basée sur la localisation du trait de fracture avec l'épiphyse, mais ne permet pas d'orienter sur la prise en charge. Le type 1 correspond à un trait condylien latéral sans atteinte de la trochlée. Le type 2 correspond à un trait de fracture qui traverse la trochlée latérale. On retrouve ensuite la classification de Lao, qui est la plus utilisée aujourd'hui, qui date de 1979 et classe les fractures en 3 grands types. Le type A, qui correspond aux fractures extra-articulaires. Le sous-type A1, qui correspond à une fracture épicondylaire, ensuite séparée en latérale ou médiale, plus ou moins incarcérée. Le sous-type A2, qui correspond à une fracture supracondylaire simple, qui sont ensuite séparées en oblique et transversale. Et enfin, le sous-type A3, qui correspond à une fracture supracondylaire complexe, qui sont ensuite séparées en fractures du coin entier, du coin fragmenté ou comminutive. Le type B correspond à une fracture articulaire partielle ne touchant qu'une seule colonne. Le sous-type B1 correspond à une fracture latérale. Le sous-type B2 correspond à une fracture médiale. Et B3 correspond à une fracture frontale. Ensuite, le type C correspond à une fracture articulaire totale qui touche les deux colonnes où aucune portion de l'articulation n'est en continuité. Elles sont ensuite séparées en fonction du déplacement et du nombre de fragments. Le sous-type C1 correspond à une fracture condylaire simple et supracondylaire simple. Le sous-type C2 correspond à une fracture condylaire simple et supracondylaire complexe, formée de fragments métaphysaires. Et le sous-type C3 correspond à une fracture condylaire complexe et supracondylaire complexe, formée de fragments métaphysaires ou métaphyso-épiphysaires. On retrouve ensuite la classification de Jupiter et Menn, qui date de 1992 et classe les fractures en fonction de la localisation du trait. La fracture en TO, qui correspond à un trait de fracture transverse, proche ou au-dessus de la fosse olécrânienne.
la fracture en T bas, qui correspond à un trait de fracture transverse à proximité de la trochlée, la fracture en Y, qui correspond à des traits de fracture obliques entre les deux colonnes, qui se poursuivent ensuite par un trait vertical, la fracture en H, où la trochlée est un fragment libre, la fracture lambda médiale, qui correspond à un trait de fracture oblique médial, et la fracture lambda latérale, qui correspond à un trait de fracture oblique latéral. On peut proposer l'algorithme de prise en charge suivant. En cas de fracture extra-articulaire ou intra-articulaire, peu voire pas déplacée, en présence de comorbidités importantes ou en cas de contre-indication opératoire, chez des sujets âgés avec une faible demande fonctionnelle, on va pouvoir s'orienter vers un traitement orthopédique consistant en une immobilisation de moins de 3 semaines avec mobilisation douce précoce ou alors par un fixateur externe articulé. Chez les sujets de plus de 65 ans, si la fracture est réductible en présence d'une bonne qualité osseuse, on peut s'orienter vers une ostéosynthèse par plaque. Chez les sujets de moins de 65 ans, on réalise de façon quasi systématique une ostéosynthèse par plaque, dans les cas où la fracture est réductible en présence d'une bonne qualité osseuse. Chez les sujets âgés, devant une fracture comminutive importante, transcondylaire basse ou non réductible, en cas d'ostéoporose associée, la prise en charge repose sur une arthroplastie totale de coude. Chez les sujets de moins de 65 ans, dans des cas exceptionnels, devant une fracture qui est non synthésable, en cas de comminution très importante, la prise en charge peut requérir une hémiarthroplastie, voire parfois une arthroplastie totale. Il existe 4 principales voies d'abord au niveau du coude. En premier, on retrouve la voie d'abord paratricipitale postérieure d'Alonso, qui est indiquée pour les fractures extra-articulaires ou intra-articulaires avec un trait de fracture simple. L'avantage principal de cette voie est l'absence de section de l'insertion du triceps, permettant tout de même une exposition satisfaisante. L'incision cutanée s'étend du tiers distal de l'humérus jusqu'à 4 cm en distalité sous l'olécrâne en évitant de passer sur l'extrémité olécrânienne. On retrouve en premier temps un temps ulnaire qui nécessite de refouler le triceps en latéral et une neurolyse ulnaire, et en second un temps radial qui nécessite cette fois de refouler le triceps en médial après incision de son fascia, puis de refouler le muscle enconé pour permettre une bonne visibilité du foyer de fracture. Ensuite, on retrouve la voie d'abord postérieure transtricipitale de Campbell qui peut être indiquée pour les fractures ouvertes de l'humérus distal où le fragment proximal entraîne des lésions du triceps. Elle possède l'avantage principal d'éviter une dissection extensive du nerf ulnaire. Les inconvénients principaux étant l'exposition limitée de la surface articulaire et surtout la nécessité de réaliser une réparation du triceps en le réinsérant à l'olécrâne par des sutures transosseuses et une immobilisation post-opératoire. L'incision cutanée est similaire, elle est suivie par l'incision centrale du tendon tricipital, de l'extrémité de l'olécrâne jusqu'à la limite supérieure au-dessus de la fosse olécrânienne. Ensuite, on a la voie d'abord postérieure de Bryan et Moret par surélévation du triceps. Elle est principalement indiquée pour la réalisation d'arthroplastie, elle permet une bonne exposition postérieure de l'articulation et entraîne également la nécessité de réaliser une réparation du triceps et une immobilisation post-opératoire. L'inconvénient principal réside dans l'insuffisance tricipitale secondaire. L'incision cutanée est similaire aux autres voies d'abord. Le premier temps médial consiste en une neurolyse ulnaire au bord médial du triceps, ensuite prolongée jusqu'à la première branche motrice au niveau de la gouttière épitrocléo-olécrânienne. Le nerf est généralement transposé. Enfin, il existe une voie d'abord transolécrânienne qui permet d'avoir un meilleur accès à l'humérus distal. Les principaux inconvénients concernent les complications de l'ostéotomie et la nécessité du retrait de matériel. La première étape consiste à repérer et neurolyser le nerf ulnaire avec transposition, puis de repérer le site d'ostéotomie. L'étape suivante consiste en un méchage de l'olécrâne, puis un marquage du chevron, suivi de l'ostéotomie. Il existe 2 grands types d'ostéosynthèse de l'olécraniotomie, le brochage au banage et l'ostéosynthèse par plaque. Ces 2 méthodes sont étudiées dans de nombreuses études et on retrouve l'absence de différences significatives en termes de délai de consolidation, d'arc de mobilité et de résultats post-opératoires. Le brochage au banage reste très utilisé, mais il nécessite le plus souvent une ablation de matériel et est associé à un plus grand nombre de complications. À propos de l'ostéosynthèse par plaque, il existe 2 grands types de positionnement, orthogonal à 90 degrés et parallèle à 180 degrés.
Les études antérieures sur le sujet montrent des résultats inconstants concernant la supériorité de l'une ou l'autre des techniques. Une méta-analyse en 2018 étudie les différences et a montré que la configuration parallèle à 180 degrés permet une meilleure stabilité biomécanique en permettant de neutraliser les contraintes en compression et permet également de rétablir l'architecture des colonnes. Il existe ensuite l'hémi ou l'arthroplastie totale. L'arthroplastie totale de coude, qui est plutôt indiquée chez les sujets de plus de 65 ans en cas de fracture comminutive importante, non réductible, fermée ou en cas d'ostéoporose associée. Dans une étude multicentrique de 2009, il est montré que chez les sujets âgés, la prothèse de coude permet de meilleurs scores post-opératoires et un meilleur arc de flexion-extension associé. Elle est cependant contre-indiquée dans les fractures ouvertes. Ensuite, concernant l'hémiarthroplastie, elle garde une indication notamment chez les sujets de moins de 65 ans avec des fractures non réductibles par ostéosynthèse et ne remplace que la surface articulaire humérale. À propos des principales complications de ces fractures, on retrouve en premier l'arthrose qui touche tous stades confondus jusqu'à 40% des patients avec un recul moyen de 34 mois. Ensuite, la raideur qui touche jusqu'à 20 à 40% des patients, surtout invalidante chez le sujet jeune, pouvant justifier dans les formes les plus invalidantes une arthrolyse après analyse étiologique. Suivie par la pseudarthrose qui représente entre 7 à 9%, pouvant également concerner l'ostéotomie olecrânienne. On retrouve également des calvicieux, extra- ou intra-articulaires, touchant entre 20 et 30% des patients, pouvant avoir un retentissement fonctionnel ou sur l'évolution arthrosique. Enfin, on retrouve les lésions nerveuses qui concernent entre 3 et 12% des patients et touchent majoritairement le nerf ulnaire. On retrouve ensuite les infections dans 3 à 5% des cas après ostéosynthèse, jusqu'à 10% après arthroplastie, ou encore les cas de faillite du matériel d'ostéosynthèse dans 7 à 27% des cas. Pour conclure, il faut retenir une grande classification qui est celle de là-haut la plus utilisée, qu'il existe deux principales populations touchées, d'un côté les hommes jeunes et de l'autre les femmes plus âgées, ostéoporotiques avec des comorbidités, et que l'on retrouve trois grands types de traitements, principalement l'ostéosynthèse par plaque, puis ensuite l'hémiarthroplastie et l'arthroplastie totale de coude.